IDFM, Radio Anguin, ufologie ce soir, dans cette au-delà du miroir, avec Marc Saint-Germain, directeur du MUFON Québec, autour du livre de Sylvie P. Les enfants de Sylvie, une enquête sur des enlèvements ayant eu lieu dans les années 70 au Canada, récit authentique d'un cas d'enlèvement extraterrestre au Canada. Souvenez-vous, en 1979, l'affaire de Cergy-Pontoise du 26 novembre 79 concernant l'enlèvement de Franck Fontaine par des extraterrestres, dont nous reviendrons sur cette antenne dans quelque temps avec Franck Morin. Écoutons pour l'instant Marc Saint-Germain, directeur du MUFON Québec. Marc Saint-Germain, bonjour. Vous avez écrit un livre coécrit avec Pierre Caron, dont nous reparlerons un peu plus tard, qui est votre deuxième ouvrage. Ce livre dont on va parler aujourd'hui s'appelle Les enfants de Sylvie. Votre premier ouvrage était Les gardiens du silence, en 2014, qui donnait des preuves et des évidences de l'implication du gouvernement américain dans la censure concernant les ovnis et la présence des extraterrestres. En fait, le livre Les enfants de Sylvie P, c'est mon troisième. Parce que le premier, 2008, L'ère du chaos, histoire secrète de l'humanité. Puis c'est après, en 2014, que j'ai écrit Les gardiens du silence, qui est mon deuxième. En gros, c'est ça. Vous êtes directeur du MUFON, le Mutual UFO Network, organisation qui au départ était une organisation américaine qui a été créée en 1969. Vous êtes le directeur du MUFON Québec. Oui, exactement. Parce que, bon, le MUFON, comme vous l'avez dit, c'est un organisme international, mais il y a des chapitres un peu partout dans le monde. Depuis environ 1 an et demi, j'ai pris la direction de la province Québec au Canada. Donc, oui, je suis directeur de MUFON Québec, et il y a également un MUFON Canada qui, lui, chapeaute chacune des provinces du pays. Moi, mon travail, c'est de veiller à ce que tous les rapports d'observation qui entrent dans notre système soient enquêtés comme il se doit par des enquêteurs certifiés. Puis parmi ces cas, il arrive des fois, on a des cas, nous on appelle ça des cas sensibles, des cas qui ont besoin d'un peu plus d'attention. Puis comme ce fut le cas de celui de Sylvie P, qui nous a contacté au mois de juin dernier. Donc, elle nous avait envoyé un document d'environ une demi-douzaine de pages avec des croquis explicatifs. Puis, ça, c'est une dame qui avait 49 ans qui nous a contactés. Mais son expérience remontait à beaucoup plus loin, là. Elle avait environ 15 ans. Puis, depuis toutes ces années-là, elle n'avait jamais vraiment eu de réponse. Elle avait quand même cherché un peu, mais elle n'avait jamais vraiment eu de réponse à ses interrogations. Puis une de ces interrogations, c'était au niveau d'avoir eu du temps manquant, comme on dit dans le jargon, du missing time, après avoir observé une sphère de lumière avec sa sœur. Bon, il était à l'extérieur, il jouait dehors. Puis, vu une sphère de lumière qui se promenait. Ils ont été un petit peu intrigués. Par la suite, il y a eu un faisceau de lumière qui a été dirigé directement sur les deux filles, elle et sa sœur. Puis là, ils ont eu très peur. Là, ils se sont sauvés en courant dans la maison. Puis la famille aussi a été témoin d'observation de sphères là, par la suite. Puis c'est là qu'ils comprenaient mieux pourquoi les lumières puis l'électricité en général dans la maison subissait des fluctuations. Ils se demandaient qu'est-ce qui se passait. Puis ils ont fait un lien avec ça. Ils ont dit, j'imagine que ça doit être à cause de ça si l'électricité, on a eu un peu de fluctuations dans le courant, des baisses de tension. Puis donc, après, l'excitation a retombé, les deux filles ont voulu retourner jouer à l'extérieur, puis les parents ont dit non. Il est rendu 22h30, il est trop tard, vous devez aller vous coucher. C'est à ce moment-là que Sylvie a compris que quelque chose de bizarre arrivait. C'était un sentiment qui lui manquait du temps. C'est comme ça qu'elle décrit sa perception de la chose dans sa lettre qu'elle nous a envoyée.
exactement un indicateur. Nous, quand on fait des enquêtes de cas d'enlèvement, on a une liste d'indicateurs qui nous des fois nous amène faire la possibilité que la personne puisse avoir subi un enlèvement. Puis dans le récit de Sylvie, il y en avait plusieurs. Celui de l'observation des sphères lumineuses, c'en est un. Le temps manquant, c'en est un aussi. Les faisceaux lumineux, l'électricité, soit d'un véhicule ou avoisinant dans des maisons qui a des baisses de tension aussi. Puis, bon, elle est restée avec un questionnement quand même pendant quelques années par la suite, parce qu'elle n'avait pas eu de réponse. En gros, c'était ça qui est arrivé. C'était rien d'extraordinaire. C'est d'avoir vu une sphère, d'avoir eu un faisceau lumineux qui pointait sur elle, un petit peu de temps manquant. Mais environ 5 années plus tard, là, elle a fait un cauchemar. C'est dans ce cauchemar-là qu'elle a vu des petits êtres. Ben, elle s'est vue coucher premièrement sur une table, puis qu'il y avait sa sœur pas loin d'elle aussi dans ce rêve-là. Puis là, je vais mettre rêve entre guillemets, parce que quand elle s'est réveillée, elle a senti que c'était plutôt un souvenir qui refaisait surface, que c'était pas un rêve finalement, puis que c'était en lien avec son observation qui avait eu lieu, 5 années plus tôt, de cette sphère-là. Puis, mais encore une fois, pour elle, c'était pas une preuve que c'était vraiment lié, c'était juste une impression. Elle avait cette sensation-là que c'était pas un rêve, puis que c'était lié. Puis bon, elle a continué à chercher par intermittence. Puis, à un moment donné, elle est tombée sur certains de nos travaux qu'on a fait. Puis, c'est à ce moment-là qu'elle a communiqué avec nous pour essayer d'avoir des réponses à ces questionnements-là. Moi, aussitôt que j'ai eu ces documents-là, je l'ai contactée par téléphone, j'ai discuté un petit peu avec elle pour voir un peu si c'était quelqu'un qui avait une certaine crédibilité, parce que dans ce milieu-là, on en voit de toutes les couleurs. Puis là, j'ai senti que, elle était quand même stable psychologiquement, puis ça, c'était ma première approche par téléphone. Puis je lui ai demandé si elle était intéressée à avoir une hypnose de régression, parce que des fois, ça pouvait aider à avoir un petit peu une meilleure idée de ce qui pouvait se passer à ce niveau-là, si le rêve était vraiment un rêve ou si c'était un événement réel. Puis elle a accepté. D'ailleurs, c'était pour ça qu'elle communiquait avec nous, parce qu'elle voulait avoir des réponses. Puis, donc, j'ai communiqué avec Pierre Caron, qui est notre consultant en matière d'hypnose de régression pour les cas d'enlèvement. Puis, Pierre me fait confiance. Il sait que si je communique avec lui, c'est que le cas est sérieux. Donc, je regarde avec lui ses disponibilités. Puis, quelques jours plus tard, on a été chez Sylvie. Puis, on a rencontré... comment ça se passe la première fois qu'on rencontre une personne pour les cas d'enlèvement? On a un certain protocole à passer à travers. On a de la paperasse aussi. En même temps, c'est pour que la personne sache bien ce qui se passe. Puis nous, c'est quoi notre motivation? Parce que c'est pas tout le monde qui connaît exactement c'est quoi le MUFON, puis qu'est-ce qu'on fait exactement. Donc, on est là pour l'informer exactement de nos motivations, mais en même temps de ce qui va se passer dans les prochaines semaines qui vont suivre si elle décide de continuer avec nous. Une des premières choses qu'elle doit comprendre, c'est que n'importe quand, elle peut arrêter. Elle n'est pas obligée même si on signe des papiers, c'est juste pour dire qu'on a pris connaissance de certaines choses, mais ça ne nous lie en rien. On n'est pas obligé, que ce soit nous ou elle, on n'est pas obligé de continuer. Oui, parce qu'il y a des régressions, il y a eu 9 régressions sous hypnose, et c'est vrai que ça la remet directement devant ses problèmes. Des problèmes, c'est on peut pas... C'est-à-dire, elle aurait pu arrêter... Oui, non, c'est plus devant des situations qui ont été oubliées. Puis
Puis oublier, ça peut arriver parfois que l'oubli, c'est un mécanisme volontaire chez certaines personnes pour se protéger. Mais dans le cas des enlèvements, c'est pas un mécanisme, c'est plutôt ça a été effacé, si on peut dire ça comme ça. Puis ben, c'est dans cette recherche-là qu'on a compris un petit peu le mécanisme là, des êtres derrière ces enlèvements-là, un peu qu'est-ce qu'ils font. Puis c'est sûr, bon, on émet toutes sortes de différentes des hypothèses pour essayer d'expliquer ça, mais notre compréhension, c'est que c'est possible d'effacer des mémoires, un peu comme, bon, notre ordinateur, on peut effacer des données, mais sauf que des événements s'enregistrent pas seulement au niveau physique dans la personne, mais peut s'enregistrer à un niveau plus profond. Là, on peut appeler ça l'âme ou le subconscient, où il y a une autre partie qui n'est pas physique, mais qui est enregistrée là. Donc la personne, elle, consciemment ne s'en rappelle pas parce que ça a été effacé, mais en même temps, l'information, elle, demeure là. Puis lorsque on fait une régression hypnotique, c'est à ce niveau-là, on amène la conscience de la personne qui va aller rechercher cette information-là, la ramener à la conscience. Mais ce qui arrive, c'est que lorsque c'est à nouveau à la conscience, donc la personne se rappelle de ce souvenir-là, c'est que là, elle l'a pour le restant de ses jours, à moins que, bon, il se passe autre chose puis que c'est effacé à nouveau. Mais là, la personne doit vivre avec ce souvenir-là. Fait que souvent, des cas d'enlèvement, c'est des expériences assez désagréables. Ça arrive que, bon, des personnes, après 2-3 séances, en ont assez. Moi, j'en sais assez, puis j'ai pas besoin de continuer. Je veux pas aller trop jouer là-dedans, parce que ça peut être assez traumatisant aussi. Puis nous, mais on aide la personne en même temps à gérer l'information qui arrive. D'accord. Alors, il est écrit dans votre livre qu'une personne sur 50 aux États-Unis rencontre les caractéristiques d'un abducté, ce qui ferait 33 millions d'Américains. Quelles sont les caractéristiques d'un abducté? Dans le cas de Sylvie, là, vous dites qu'il y avait 3 indicateurs qui prouvaient qu'elle avait bien été abductée. Le premier, l'observation d'une sphère lumineuse. Le deuxième, des épisodes de temps manquants. Et le troisième, des rêves ou des cauchemars associés à des entités non humaines. Les indicateurs, il y en a beaucoup plus que ça. Là. Il y en a près au-delà d'une douzaine. Mais chacun de ces indicateurs-là, quand ils sont pris isolément, ça ne veut pas nécessairement dire que vous êtes un abducté. Si vous voyez une sphère lumineuse, ça ne veut pas dire que vous êtes un abducté. Si vous avez du temps manquant, ça ne veut pas dire non plus que vous êtes abducté. Mais c'est quand on prend, lorsqu'il y a plusieurs de ces indicateurs-là qui sont présents en même temps dans le récit, là, même pour nous, c'est pas une preuve, mais c'est comme le terme le dit, c'est une indication. C'est à ce moment-là qu'on approfondit le cas pour voir si la personne a vécu quelque chose. Puis, mais, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas tout le monde qui est intéressé à savoir ce qui se passe. Il y a beaucoup plus de monde qui ont été enlevés que des gens qui décident d'en parler, ben, premièrement par peur du ridicule, puis deuxièmement, ben, parce que, comme dans le cas de Sylvie, elle n'était pas seule, mais sa sœur, elle, n'est pas intéressée, elle veut rien savoir d'aller jouer là-dedans, c'est trop traumatisant. On a un autre cas, notamment la semaine passée, il y a 2 semaines, on a fait une conférence à Québec. Elle a partagé son expérience, elle a témoigné de son enlèvement, mais elle n'était pas seule quand c'est arrivé. Il y avait 2 autres personnes. Ces 2 autres personnes-là, ils sont pas intéressés à en parler. IDFM 98 de la bande FM. Je parle d'un autre cas, une autre personne, Lise Marielle, qui eux étaient 3. Puis il y avait son frère, puis une amie. Puis mais ces autres personnes-là sont pas intéressées. Mais ils sont pas intéressés ou ils se souviennent pas du tout?
Il y avait les mêmes souvenirs que Lise Marielle, les mêmes souvenirs conscients. Puis, c'est une autre chose que je dis aussi dans ce livre-là, c'est que le cas de Sylvie, c'est pas un cas unique. Il y a plusieurs autres cas comme ça. Mais le cas de Sylvie est intéressant parce que elle a accepté d'aller très loin dans la démarche, dans la recherche qu'on a fait. Pour nous, moi, c'était une première d'avoir pu faire 9 hypnoses de régression avec une seule personne. Chaque hypnose nous a amené toujours de plus en plus loin au niveau des informations qu'on recevait. Il y avait pas, c'était jamais une répétition. Donc, c'est comme ça qu'on a pu savoir que lorsqu'elle s'était fait, premièrement, on a réussi à déterminer qu'elle s'était véritablement fait enlever à l'âge de 15 ans, elle et sa sœur. Puis à ce moment-là, il s'est fait inséminer. Parce que dans d'autres régressions, on a vu un peu ce qui s'est passé. Puis en même temps, on a eu accès à des documents médicaux par la suite qui venaient confirmer un peu le récit de ce que Sylvie nous apportait. Donc à 15 ans, elle a subi ça, cette insémination-là. Quelques semaines plus tard, il y a eu une extraction de fœtus. Oui, c'est étonnant ce qu'il y a dans ce livre. La chose qui peut être étonnante aussi, c'est que à 26 ans, donc elle s'est rendue compte qu'elle pouvait plus avoir d'enfants. Entre ses 26 ans et ses 49 ans, il y a 23 ans qui se passent. Est-ce qu'elle était consciente pendant tout ce temps-là de ce qui se passait ou d'un seul coup c'est remonté à la surface? Non, elle n'était pas consciente de rien. Quand elle nous a contactés, la seule chose qu'elle était consciente, c'est quand elle avait 15 ans qu'elle avait vu une sphère lumineuse, qu'elle avait eu du temps manquant, et qu'elle avait fait un rêve 5 années plus tard, à l'âge de 20 ans. C'était les seules choses qu'elle était véritablement consciente. C'est après, en faisant les hypnoses de régression, que les souvenirs sont revenus. Puis pour nous, on est vraiment convaincus que tout ça, ce sont des souvenirs parce que, en raison du côté médical des fameux documents qu'on a eus, qui est venu confirmer certaines choses, puis ça, on en parle dans le livre, justement, cette histoire-là qu'elle avait fait de l'anémie. Puis l'anémie, elle avait fait ça immédiatement après avoir eu l'extraction de fœtus. Oui, elle avait fait une endométriose aussi, quand elle était jeune. Mais ce qui est le plus important, finalement, dans cette histoire-là, c'est que il y a des gens, comme Sylvie, qui se font enlever, qui n'ont aucune connaissance de ce qui arrive, puis Sylvie, c'est arrivé au moins à 3 reprises qu'on l'a inséminé, qu'on est venu chercher le fœtus. Durant les régressions, elle était capable de voir ses progénitures, on va appeler ça comme ça. Il y en a un que, dans le jargon, on appelle ça un grand gris. Elle l'a vu à quelques reprises. Puis nous, ce qui était un peu... parce qu'en même temps, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le domaine des enlèvements, il faut avoir l'esprit ouvert. Il faut avoir l'esprit ouvert, mais en même temps, être capable de remettre toujours en question la réalité dans laquelle on vit, puis de pas juger les informations. Autrement dit, c'est pas important quand on fait cette recherche-là de croire ou de pas croire. Ce qui est important, c'est de ramasser l'information brute, puis d'essayer le moins possible d'interpréter les données, d'attendre pour ça, d'attendre qu'on en ait suffisamment avant de dire ok, c'est ça qui est arrivé ou c'est ça qui est arrivé. Sinon, on peut pas avancer dans la recherche. Parce qu'à un moment donné, il est question que Sylvie est sur d'autres planètes, là. Puis je sais que Pierre, qui fait l'hypnose, lui avait un petit peu de misère avec ça, là, de dire je dis, écoute, qu'il y ait été ou non, pour le moment, c'est pas important. On va prendre les informations qu'il y a autour de cette régression-là. IDFM 98 de la bande FM. Souvent, on aborde des
des cas avec ce qu'on connaît. Okay? Mais il faut savoir qu'on connaît pas grand-chose. C'est d'avoir l'humilité de savoir que on joue dans du domaine inconnu. C'est ça, l'ufologie. Hein? Puis, à mesure qu'on avance là-dedans, on apprend à connaître un peu plus ce qui se passe. Puis ce qui se passe, c'est très, très différent de ce qu'on nous apprend dans les médias de masse, au niveau de nos scientifiques, au niveau des systèmes d'éducation. Il se passe vraiment autre chose. D'ailleurs, je viens de lire un petit pas un fascicule, mais le fameux pour la recherche, là, le fameux petit je crois que c'est à chaque mois pour la recherche, puis là on parle de la vie extraterrestre. Hein. Puis bon, c'est des documents soi-disant scientifiques, où on rejette du revers de la main l'ensemble des recherches ufologiques en disant que tout ça c'est du folklore. Dans notre système solaire, puis que là, le SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, là, c'est un organisme américain qui cherche de la vie depuis les années 60 avec des signaux radio. Là. Dit, bon, on n'a jamais rien trouvé, puis bon, c'est qu'ils prennent pas en considération les témoignages, prennent pas en considération tous les rapports. Ça c'est, pour moi, c'est pas de la science, c'est du dogme. C'est dogmatique. Puis une des choses que je dis souvent aux gens, c'est avant de rejeter quelque information que ce soit, prenez donc en premier lieu la peine d'écouter ce que ces personnes-là ont à dire. Puis souvent, c'est ça le problème. Il y a des gens qui ont développé une attitude hyper sceptique. Puis aussitôt que ça ne cadre pas avec leur vision de la réalité, ils vont rejeter. Avant même que la personne commence à parler, ils vont tout de suite bloquer. Puis, donc, ces personnes-là sentent pas le besoin de partager leur expérience. Donc, on est là avec plein de personnes qui ont vécu des choses incroyables, mais qui gardent ça pour eux, parce que l'ensemble de notre société est fermé. Puis, on veut pas écouter ça parce que ça cadre pas avec notre perception de la réalité. Mais nous, c'est ça qu'on fait. On laisse parler ces gens-là, on écoute leur récit, puis plus on rentre dans cette histoire-là, plus on voit une réalité qui est vraiment différente, mais qui est en même temps existante à la fois. Mais c'est certain que ça peut faire peur pour quelqu'un qui, lui, s'attache à la réalité telle qu'il lui est proposée dans les médias de masse. C'est parce que c'est déstabilisant de savoir que non seulement on n'est pas seul, mais qu'il y a des interventions, il y a des interactions, qu'on est vu par certaines espèces comme un peu un cheptel biogénétique. Bon, mais en même temps, quelque part, il faut devenir mature, faut devenir des adultes, il faut arrêter de se cacher de cette réalité-là qui est là puis qui existe, puis de s'ouvrir les yeux. Nous, c'est un peu ça qu'on fait. Puis, je peux dire, des fois, c'est très, très décourageant, parce qu'on rencontre des murs de scepticisme. Des fois, c'est même dans la communauté ufologique. Quand j'ai fait ma tournée dernièrement en France et en Belgique, mon éditeur, il m'avait fait une petite mise en garde. Il dit, tu vas parler des enlèvements, sais-tu dans quoi tu t'embarques? Je sais très bien dans quoi il m'embarque. Mais en même temps, je pense que ça prend des gens pour en parler. Là. Il faut en parler parce que ça existe. C'est un phénomène qui est réel. Ça se passe pour le vrai. Puis, si personne n'en parle, on ne sera jamais informé de ce qui se passe. Puis ça fait partie d'une réalité. Nous parlons avec Marc Saint-Germain, directeur du MUFON Québec, du livre Les enfants de Sylvie, une enquête sur des enlèvements ayant eu lieu dans les années 70. Alors Marc Saint-Germain, vous êtes venu donc en Europe, vous êtes venu en France et en Belgique. Est-ce que dans vos rencontres, il y a des gens qui vous ont parlé de ça en France? Oui. Puis c'est là que j'ai compris que le phénomène
en France est aussi réel qu'il peut l'être en Amérique du Nord. Là. Il y a des gens que je connaissais déjà qui, parce que j'ai fait cette ouverture-là, ont commencé à me parler de certaines expériences qui m'ont démontré que ces personnes-là avaient vécu ça eux autres mêmes. Puis bon, c'est certain que dans mon livre, là, ça s'adresse, ça donne l'exemple d'une femme, mais les enlèvements se produisent autant chez les hommes aussi. Là. IDFM 98 de la bande FM. Dans ce livre, Les enfants de Sylvie, ça peut faire un peu peur. Tentative d'implantation d'embryons, elle a fait des fausses couches, elle peut plus avoir d'enfants, elle a rencontré des grands gris, des petits gris, elle a rencontré des embryons à différents stades de développement. Vous dites dans votre livre que la moyenne de temps de l'extraction du fœtus après son implantation est de 10 à 12 semaines. Qu'est-ce qu'ils implantent? Est-ce qu'on a une petite idée de ce qu'est implanté dans le ventre de la femme? Elle a vu différentes choses en lien avec ça. On leur a présenté le fruit de... Elle a vu le fruit, c'est-à-dire elle a vu des garçons et des filles, des garçons ils se ressemblent tous, c'est comme des sortes de clones, des garçons qui deviendraient des guerriers, une espèce d'armée intergalactique, et des filles, on ne sait pas trop bien. Elle a vu le fruit, mais ça voudrait dire qu'on lui a implanté une sorte de sperme extraterrestre? Bon, au niveau des détails de la façon... comment ils ont procédé génétiquement, ça, je suis pas calé à ce point en génétique. Elle a servi de mère porteuse pendant un certain temps. Donc, l'idée de faire l'extraction après, une douzaine de semaines, je pense que c'est pour pas avant que ça paraisse. Puis on vient chercher ça à ce moment-là, avant que ça paraisse. Parce que après ça, elle a vu des fœtus dans des incubatoriums. Puis le premier qu'elle a vu dans une de ses régressions, elle l'appelle, elle dit que c'est son fils, même s'il n'y a pas grand trait humain, là, humanoïde. Là. C'est comme un grand gris, là, un des types qu'on voit par la suite dans d'autres régressions, dont elle, mais aussi de d'autres personnes, d'autres abductés. Puis les grands gris de ce qu'on a vu dans certaines de ces régressions, c'est que c'est un peu une sorte de technicien. Hein? Les tigris, eux, vont chercher les personnes parce que ils ont une capacité d'amener les personnes dans un état hypnotique. Donc, c'est eux qui vont chercher les personnes, qui les font entrer dans le vaisseau, qui les déshabillent, qui les amènent jusqu'à ce qu'ils ont besoin d'aller, que ce soit une table ou quoi que ce soit. Ensuite, c'est les grands gris qui prennent la relève. C'est eux, qui ont procédé à l'insémination puis aux différentes extractions de fœtus. Mais en même temps, elle a vu, durant une de des séances, des armées de ces grands gris-là qui, eux, avaient une utilité vraiment guerrière, qui avait été conçue strictement pour faire la guerre. C'était sa perception qu'elle voyait. Puis son garçon faisait partie de ça. Puis il l'accompagnait quand il a vu ça. Je sais que tout ça, là, ça semble complètement fou et incroyable. C'est similaire aux dieux qui implantaient dans les civilisations antiques. On pense aux Anunnaki. Ça pourrait ressembler à ça tout à fait. C'est-à-dire que quand elle voit son garçon, elle dit qu'il n'a pas d'âme, il n'a pas d'émotion, il lui manque l'âme. Ils n'ont pas d'âme humaine. Enfin, ils ressemblent pas aux humains. Du point de vue émotif, du point de vue âme, on pourrait dire, du point de vue... Pour l'âme, ça, je sais pas, mais je pense qu'elle expliquait, c'est que elle sentait pas le côté émotif, là, comme d'une mère avec son enfant. Elle n'avait pas ce lien-là. Puis c'était autant pour son garçon, quand elle l'a vu la première fois, que pour ses filles. Ses filles, elles, sont un autre type complètement. On va les appeler des hybrides. Ils sont plus humaines que son garçon. Mais il y a des petites différences au niveau de la boîte crânienne qui est plus grosse vers l'arrière. Les cheveux blancs clairsemés. Les yeux sont plus grands, sont en amande, puis avec les yeux verts. Dans cet épisode-là où elle voyait ses filles, mais là, c'était une planète différente. Quand elle voyait son fils, l'environnement géologique était différent, différent de ce qu'on connaît sur Terre premièrement, mais en même temps, quand elle voyait ses filles, c'était un autre
type d'environnement. Puis à un moment donné, ça c'est une petite première là, que je vais partager aujourd'hui, parce que j'ai découvert ça hier. Puis dans la régression, à un moment donné, elle avait dit le terme epsilon, puis pour expliquer le système où ces filles étaient. Puis elle, quand elle est arrivée là, à bord du vaisseau, elle nous a tout décrit l'environnement planétaire. Là. Elle voyait les planètes, les satellites des planètes, puis tout ça avec les couleurs et tout ça, c'est assez impressionnant à entendre, mais c'est en même temps assez incroyable. Puis donc, avec des séances, en lisant le fameux magazine pour la recherche qui disait, Epsilon Eridani, c'est le système système solaire le deuxième le plus proche après Tau Ceti puis Alpha du Centaure aussi, qui sont assez près, dont on a pu détecter des planètes. Puis là, je regarde un peu hier les planètes d'Epsilon Eridani, puis ça ressemble étrangement à ce qu'elle nous décrivait en termes, au niveau dans le livre, justement, elle décrit ça, que le soleil est orange, puis que, la façon que ça brille, puis tout ça. Puis, c'est certain que quand on fait ces petites découvertes-là, nous, ça nous emballe un peu, mais en même temps, il faut toujours rester sur nos gardes, hein, parce que c'est des informations qui sont eues sous hypnose. Il faut rester prudent, mais il faut rester ouvert d'esprit. Puis, pour nous, on peut dire que c'est comme un peu une forme de voyage qu'on fait. Voyage dans d'autres mondes, en passant par ce que Sylvie a vécu, mais en même temps, voyage dans une autre réalité dans laquelle on vit. On développe une toute autre perception de notre réalité. Je suis en train de réfléchir à Sylvie, parce que moi je suis une femme, j'ai des enfants, je veux dire terrestres. À un moment, elle se demande pourquoi on lui montre ça. Et c'est comme si les petits ou les grands gris, je ne sais pas lesquels, la remerciaient du travail qu'elle avait accompli, enfin parce qu'elle a souffert, elle a failli mourir. Elle dit qu'à un moment, elle se sent mourir à un moment où on lui prend un fœtus. Mais ce que j'étais en train de réfléchir, c'est que on pourrait pas considérer Sylvie comme une mère divine, c'est-à-dire on serait servi de Sylvie un peu pour ensemencer les étoiles. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, mais disons que c'est beaucoup plus... ces individus-là ont une pensée beaucoup plus rationnelle et... Pourquoi ils lui ont dit merci? C'est ça qui la choque aussi. Pourquoi ils lui disent merci? Quand on lui dit merci, ça c'est, je pense que c'est la 7 ou 8e régression. C'est pas les grands gris à ce moment-là. Hein. C'est qu'elle se retrouve devant un comité interplanétaire. Parce que mais ce comité-là a rien à voir avec ce que font les grands gris ou les êtres qui sont derrière les enlèvements. C'est comme un groupe qui gère à une échelle, on peut dire galactique ou peut-être même intergalactique, là. Puis eux, ce qu'ils lui font comprendre, c'est ça, ils lui disent merci de ton abnégation, puis de mon devoir. Mais eux peuvent pas intervenir. Ce qu'ils racontent, c'est que ils peuvent pas intervenir, mais ils sont conscients de ce qui se passe, puis ils sont pas nécessairement d'accord avec ce qui se passe présentement sur la Terre. Mm. Puis nous, en tant que civilisation, on a à apprendre de ça. Puis ce qu'on a à apprendre, c'est le fait que comment on traite les espèces inférieures. On traite les espèces inférieures de notre environnement assez difficilement. Quand on regarde ça, un petit peu avec détachement, là, ce qu'on fait subir à notre planète et à notre environnement, on n'est pas des champions là-dedans. Là, hein? On n'est pas les meilleurs. On est assez dur avec... donc, présentement, c'est le profit qui est maître. Puis
Puis on est loin d'être en harmonie avec notre environnement. Puis peut-être que le fait d'avoir des prédateurs au-dessus de nous qui abusent de leur pouvoir, puis que, à mesure qu'on va avancer dans cette histoire-là, puis qu'on va être de plus en plus au courant de ce qui se passe, ça va nous faire faire une prise de conscience dans le sens... Alors, Marc Saint-Germain, qu'est-ce qui se passe au juste alors? Parce que quand on lit ce livre, on s'imagine qu'il y a peut-être une guerre des étoiles, hein, c'est très Star Wars, puisqu'il y a des guerriers qui sont en train d'être pondus par des femmes... puisque ça serait une planète qui se meurt et qui vient nous chercher un peu notre ADN, nos gènes, etc. Il y a sûrement une raison. Oui, ça c'est... Oui, c'est certain qu'il y a une raison. La raison première, c'est de prendre conscience d'une autre réalité, à celle qui est différente de celle qui nous est imposée. Puis ça, c'est la première des choses. Puis pour avoir conscience de cette réalité-là, premièrement, il faut avoir l'esprit ouvert. Puis la chose la plus importante à l'heure actuelle, c'est de développer du discernement. Du discernement parce que tout ce qui se rapporte à l'ufologie en général, ou même à la situation géopolitique, c'est la confusion, la confusion totale. On sait vraiment pas sur quel pied danser, du terrorisme qui se propage un peu partout, maintenant des policiers armés qui peuvent se promener partout, autant en France qu'en Belgique, puis maintenant ça va se produire aussi en Allemagne. On commence à développer un état policier peu à peu. Mais peut-être que il faut regarder la réalité avec une vision différente de ce qui nous est proposé dans les médias de masse. Puis pour ça, il faut développer du discernement. Développer du discernement, c'est d'arrêter de croire tout ce qu'on voit, autant dans les réseaux sociaux que dans les médias de masse, puis se fier à son instinct intérieur. S'il y a quelque chose qui nous semble louche, peut-être investiguer dans ce sens-là, dire mais pourquoi c'est comme ça? Moi, c'est cette démarche-là qui m'a amené à écrire mon premier livre et mon deuxième livre. Mon premier livre, c'était au niveau des origines de notre civilisation. Je trouvais que, il y avait quelque chose qui marchait pas dans ce qu'on m'enseignait. Puis, à mesure que j'ai fait mes recherches, mon intuition disait juste. La même chose, mon deuxième livre, c'est au niveau d'ufologie, je sentais qu'il y avait une structure qui gardait tout ce secret-là. Puis c'était une structure artificielle qui faisait que les ovnis, c'était devenu un tabou social. Puis c'était pas normal, selon moi, ce tabou-là. Donc, j'ai investigué, puis j'ai découvert l'implantation de la CIA dans les années, en 1947, le Conseil de sécurité nationale, que tout ça à la base était fait pour garder le contrôle du secret de la réalité ovni, des technologies qui s'en suivaient, puis tout ça. Puis le livre de Sylvie qu'on a fait par la suite, qui en passant n'était pas prévu dans mes écrits, lui, c'était pour faire la lumière sur une situation qui, selon moi, dépasse et de loin ce qu'on peut comprendre de notre réalité. IDFM 98 de la bande FM.
Marc Saint-Germain, ça changerait quoi si le commun des mortels savait que on n'est pas seul dans l'univers? Ça changerait quoi? Bon, ça, c'est la première étape, hein, de savoir qu'on n'est pas seul dans l'univers, mais je parle pas, bon, d'une forme de vie lointaine. Je parle d'êtres avec lesquels on peut communiquer. C'est un gros pas, parce que là, on sait que ça, c'est quelque chose c'est un peu une analogie. L'ufologie, c'est une boîte de Pandore. Quand la journée où les médias de masse puis nos dirigeants vont dire que ça existe, il y a une espèce de réaction en chaîne qui va faire que ça va être la divulgation totale. Parce que l'ufologie, c'est pas seulement de dire qu'on n'est pas seul dans l'univers, c'est de dire qu'on nous a menti depuis pas des décennies, depuis des millénaires. C'est la recherche ufologique, c'est la découverte de soi. C'est surtout ça, hein? Apprends-toi, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc, c'est pas seulement de savoir qu'on n'est pas seul, c'est savoir que il y a d'autres façons d'expérimenter la vie. Puis, il y a des mondes qui existent où on connaît l'abondance, l'harmonie, la paix. Puis il y a des êtres de ces mondes-là qui sont déjà venus en contact. Dans les années 50-60, on les a repoussés parce que, ça mettait en péril nos institutions, la structure financière en place. On venait de passer à travers la crise des années 30. On voulait pas retomber dans une autre crise de ce genre-là, mais qui pouvait être pire, parce que là, c'était pas seulement que le système financier qu'on mettait en question, c'était le système pouvoir en place, les religions, le système politique. Tout était à revoir, donc on a préféré repousser ces gens-là, puis quitte à descendre leur vaisseau sans problème. Mais en même temps, il faut comprendre aussi qu'il y a eu des pactes. Il y a eu des pactes de fait avec d'autres groupes, d'autres civilisations. Puis ça aussi, c'est quelque chose là, que on développe un peu dans l'histoire de Sylvie, quand on voit qu'il y a des armées qui sont créées véritablement. Alors qu'ils ne sont pas créés pour nous, hein. C'est pas après nous qu'ils en ont, hein. Non. On est impliqué dans des guerres de cette façon-là. C'est une façon un peu passive d'être impliqué, mais en même temps, on est bien impliqué. Puis ça, c'est lorsqu'on a eu conscience de ça, c'est quand on a vu qu'il y avait des militaires et des civils qui supervisaient les enlèvements, les extractions de fœtus. On a compris que c'était pas que des grands gris et des petits qui étaient là-dedans. Il y avait des humains qui supervisaient ça. C'est là qu'on a réalisé que ces pactes-là existent vraiment. Mais en même temps, la fameuse question, est-ce que c'est important de savoir tout ça? Lorsque je parle, au niveau de notre environnement, on regarde nos technologies actuelles, on pense qu'on est très avancé technologiquement, mais c'est pas le cas. Faire tout fonctionner avec des combustibles fossiles, que ce soit nos véhicules ou notre système de chauffage ou quoi que ce soit, on n'est pas tellement avancé technologiquement. Mais en même temps, il y a d'autres technologies qui existent qui sont utilisées dans ces programmes-là. Puis c'est cette question-là qu'on se posait, si on viendrait qu'à savoir, on n'est pas seul, mais comment ils marchent leur technologie. IDFM 98 de la bande FM. Nous parlons avec Marc Saint-Germain, directeur du MUFON Québec, du livre Les enfants de Sylvie, une enquête sur des enlèvements ayant eu lieu dans les années 70. Dans ce livre, il y a énormément de dessins qui sont faits par Sylvie. Je pense que ces dessins ont été faits après ses régressions. Comment elle s'en sort, Sylvie, maintenant, décembre 2016? J'ai communiqué avec elle
la semaine dernière. Là, pour le moment, elle voulait plus continuer à faire de régression. Avec ce qu'elle avait vu, elle en avait assez. Mais malgré tout, elle va bien. Même si les souvenirs pouvaient être un peu perturbants, elle a dit que ça la libérait d'un poids immense parce que là, on a parlé de son événement quand elle avait 15 ans, puis tout ça, mais il y a eu d'autres événements aussi dans sa vie qui avaient posé des questionnements sans réponse. Puis, mais après toute une vie là, de toutes sortes d'anomalies qui se produisent dans ta vie, tu te demandes est-ce que je suis fou, est-ce que je suis folle? Puis ça l'a au moins réussi à répondre à cette question-là. Non, t'es pas folle, t'as vraiment vécu ça. Il s'est vraiment passé des choses. Puis à ce niveau-là, ça l'a aidé beaucoup. C'est pas seulement pour Sylvie, c'est pour d'autres personnes aussi, d'autres cas semblables, avec lesquels on a fait des régressions. Puis c'est toujours la même chose, ils me disent. À notre époque, là où ils sont tous en train avec le transhumanisme et tout, de faire des hommes qui vont devenir, immortels, etc. Avec le fait qu'on puisse récupérer des ovules, faire des mères porteuses et pratiquement faire des hybridations d'enfants sur Terre, ça donne quand même de l'espoir en ce qui concerne l'être humain, parce qu'il me semble qu'il a quand même encore de l'importance. Voilà. Ouais, ça c'est aussi une question qu'on posait aussi. Mais il y avait, puis elle aussi s'était posé cette question-là. Puis, la réponse, c'est sûr qu'une des réponses se situe au niveau de la génétique en elle-même, que, il y a certaines particularités génétiques chez ces personnes-là qui se sont enlevées, qui semblent avoir un intérêt pour ceux qui les enlèvent. Puis, comme Sylvie, lorsqu'elle se fait enlever, elle se fait enlever avec sa sœur, mais on a des cas où ensuite de ça, c'est ses enfants qui subissent les enlèvements, puis même la personne, ses parents ont vécu ça avant. Il y a comme un suivi de la lignée génétique. Puis en même temps aussi, ce qu'on voit, c'est que ces personnes-là ont certaines aptitudes des attitudes psychiques. Ça, on ne sait pas si ces attitudes-là, c'était latent chez la personne, si c'est par le contact de ces êtres-là, parce que ces êtres-là, c'est des êtres essentiellement télépathiques. Je pense que le fait d'être en contact avec eux, ça peut exacerber certaines capacités latentes chez l'être humain. Parce que, après ça, ces personnes-là ont toutes des capacités, des visions, aussi des visions du futur. Ce qui est intéressant, c'est que les visions qui nous sont rapportées par beaucoup de ces êtres, des abductés, sont semblables, même s'ils ne se connaissent pas entre eux. Ça a rapport avec un événement à venir, qui est en lien avec toute notre civilisation. Moi, ce que je comprends, c'est un peu comme une forme de divulgation totale, mais en même temps qui tourne assez mal. Ça fait penser à une souris de laboratoire qui pourrait avoir la parole et nous dire ce qui se passe dans les laboratoires d'expérience. Voilà, ça fait quand même penser à ça. Hein. On n'a pas demandé l'avis à Sylvie, on lui a rien demandé. Sylvie, elle se sent dans cette histoire-là comme une à procréer. D'ailleurs, c'est une des raisons qui l'a motivée à aller aussi loin. C'est parce qu'elle a dit, ils vont pas s'en sortir comme ça, je vais essayer de faire sortir autant d'informations que je peux pour que la vérité sorte au grand jour. C'était sa motivation, parce qu'en même temps, oui, ça l'a libérée d'une certaine façon, mais en même temps, elle n'a pas eu d'enfants, puis elle aurait aimé ça, avoir des enfants. Mais en même temps, elle a eu des enfants, mais ils ne sont pas ici. Hein. Elle a eu au moins 3 enfants qu'on a pris connaissance dans ses régressions, mais c'est pas des enfants humains, là, ou presque pas. Là, puis ça, elle a comme un goût amer là, avec ça. Puis ce qui est drôle, c'est que on a une autre personne, qui est Lise Marielle, qui elle aussi, on sait qu'elle a eu au moins une extraction de fœtus. Mais en même temps, elle a eu une fille. Puis elle a dit, au moins j'ai pu avoir une fille.
Mais le fait que Sylvie, elle n'ait pas pu avoir d'enfant, ça, elle n'a pas vraiment accepté encore. Là. Est-ce que vous avez demandé à Sylvie si elle avait des particularités, je sais pas, de groupe sanguin ou pour que ça soit elle qui ait été désignée, enfin, qu'il l'ait pris elle et pas quelqu'un d'autre? Ce qu'on a remarqué beaucoup, c'est des ancêtres amérindiens dans certains des adjectifs qu'on a présentement. Là, beaucoup des ancêtres amérindiens dans leur généalogie. Donc, on ne sait pas encore si ça peut avoir certains liens, mais on pense que oui, que ça pourrait avoir un certain lien, parce que à l'heure actuelle, on sait que il y a des enlèvements chez certaines nations du nord du Québec, là, notamment les Atikamekw. Puis, on a fait des enquêtes là-dessus dernièrement avec Simon, là, qui est notre chef enquêteur pour les affaires autochtones. C'est une de nos enquêtes d'enlèvement au moment où on se parle, sauf que c'est assez sensible, dans le sens que tu veux pas apeurer une population, mais en même temps, c'est eux, ce qu'ils te racontent, mais c'est carrément ça, là. Ils te racontent avoir vu une sphère lumineuse qui suivait leur véhicule, puis paf, il leur manque 1 heure, 1 heure et demie de temps manquant, lui et son fils, puis bon, des cas comme ça, et on en a quelques-uns, là. Donc, puis ça, c'est des cas qui datent pas d'il y a 20 ans, c'est des cas qui datent de quelques mois. Donc, on sait qu'à l'heure actuelle, ça se passe présentement là, sur des réserves du nord du Québec. Et il y a quelque chose qui me vient à l'esprit aussi, au même titre qu'on garde des semences, je ne sais pas où, là-haut dans l'Arctique. Voilà. Est-ce que ça serait pas ça aussi? Cette planète qui est en voie de disparition, ça serait peut-être la nôtre plutôt que celle des extraterrestres. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de supérieur qui veut protéger nos gènes? Ce que j'ai appris aussi là, en faisant ces recherches-là, c'est qu'il y a plusieurs groupes qui font des enlèvements. Des groupes différents avec des agendas différents. C'est certain que dans le cas de Sylvie, on a affaire à qu'un type d'enlèvement, là. Puis bon, je décris un peu ce qu'on a compris qui était l'objectif des enlèvements qu'il avait fait sur Sylvie. Mais en même temps, on sait qu'il y a d'autres groupes qui font des enlèvements, puis les agendas de ces groupes-là peuvent avoir des portées un peu différentes. Puis oui, c'est bien possible que vouloir garder des semences. Ce qui est intéressant dans cette façon de voir les choses-là, c'est que Noé, dans les textes sumériens, était vu comme, premièrement, il s'appelait pas Noé, il s'appelait Zioudustra, puis on l'appelait le gardien de tout être vivant et du germe de l'humanité. Si c'est pas de l'ADN, je me demande bien c'est quoi. Puis des fois, quand on regarde ces textes anciens-là, il faut regarder ça avec un regard un peu différent. Je pense pas que Noé, c'était véritablement dans un arche, mais il était peut-être dans quelque chose de différent. Donc oui, c'est certain qu'il peut y avoir des groupes qui veulent garder quelque chose de précieux comme bagage génétique humain, pour quelque raison que ce soit. Puis d'ailleurs, mon premier livre, Histoire secrète de l'humanité, l'ère du chaos, ce que j'explique, c'est qu'il y a eu des implantations de civilisation. Puis c'est ça, on avait implanté des civilisations avec des bagages génétiques qu'on avait pris sur Terre avant. Des cataclysmes où on réimplantait les civilisations. Puis c'est tout, c'est des textes anciens, c'est exactement ça qu'ils disent. Nous, on a été implantés ici par des dieux avec notre science, notre culture, notre langage. C'est exactement ça qu'ils disent. Quand les archéologues étudient les vestiges des premières civilisations, ce qu'ils constatent, c'est comme s'il était apparu là, comme sans avoir de traces d'être arrivé de nulle part ailleurs, là. Donc, tout ça fait un certain sens, mais encore une fois, il faut regarder ça avec ouverture d'esprit. Vous parlez des Anunnaki.
par exemple? Oui, il y a les Sumériens là-dedans, mais il y a les Mayas, les Hindous, les Égyptiens, même les Grecs. La mythologie grecque est pleine de ces histoires-là. Là. Mm. Surtout dans le Timécritios de Platon, là, c'est carrément ça ce qu'on disait. C'est que les dieux avaient des territoires, puis chacun gérait son territoire après avoir mis des humains qui régnaient comme s'ils régnaient sur des troupeaux. C'est donc ce qu'on vit aujourd'hui. C'est probablement pas différent de ces temps-là, sauf que les dieux pour nous sont inconnus, sont invisibles. Peut-être que c'est mieux comme ça. Comme ça, on a une apparence de liberté, de démocratie, puis on connaît pas autre chose que ça, mais en fin de compte, ça peut quand même être la réalité, c'est que on est encore un peu comme une espèce de troupeau, on en est juste inconscient. Est-ce que vous avez en France, comme on les appelle, des muffonais, des muffonois, comment on les appelle, ceux qui travaillent au MUFON? Les enquêteurs du MUFON. D'accord. Il y en a en France? Hein? Pas encore. Dans le site web là, de MUFON Québec, on a fait une page, il y a des gens qui veulent s'impliquer avec le MUFON en France. Je sais qu'en France, il y était un temps où on avait commencé à développer la structure, mais là, il y a eu un petit peu des anicroches avec d'autres groupes ufologiques. On n'a pas été très loin. Des histoires d'ego encore, non? J'imagine. Enfin, pour ceux qui nous écoutent et qui auraient envie de rejoindre le MUFON en France ou d'en créer un, quand même assez sérieux pour pas non plus en faire quelque chose dont on se gausse et dont on rigole. C'est une des raisons pourquoi j'ai joint le MUFON il y a quelques années. C'est premièrement, il y a un code d'éthique. Puis ensuite, les enquêteurs doivent suivre la formation du manuel. Je vous remercie, Marc Saint-Germain. Donc, le livre s'appelle Les enfants de Sylvie, puisqu'elle en a eu plusieurs. C'est publié aux éditions Atlante, hein, c'est ça? Oui, exactement. Merci, merci Marc. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. À la prochaine. IDFM 98 de la bande FM. Quand je sortirai de mon corps, comme un papillon, mieux encore, pour m'envoler vers d'autres ciels et découvrir d'autres soleils. Quand je partirai dans la nuit, entre les fleurs et les bougies, quand je partirai pour de bon, souviens-toi de cette chanson.